Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Je vous explique rapidement le contexte. J'étais en train de réviser un cours de psychologie sociale et il y a un des thèmes qui a vraiment fait écho et qui a résonné en moi et qui m'a fait comprendre plein de choses et je me suis dit c'est super, c'est génial, c'est un mécanisme ultra intéressant qu'il faudrait que je vous partage parce que je suis sûre que vous devez parfois vous poser les mêmes questions. Donc on va parler de l'influence sociale, des attitudes et bien évidemment je vais pas vous refaire un cours de psychologie sociale, ça n'a aucun intérêt, mais je vais vous donner je vais vous décrire un petit peu le contexte dans lequel j'ai pris conscience de ces mécanismes mentaux et du coup j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre également comment fonctionnent vos proches et comment vous fonctionnez de manière plus générale. On va donc parler de l'influence sociale et des attitudes. L'attitude, c'est finalement la position mentale que vous avez vis-à-vis d'un objet social ou du coup, elle va influencer le comportement que vous allez avoir. Alors, pourquoi est-ce que ça a résonné en moi? Bien plus que si j'avais eu ce cours lorsque j'avais 17 ou 18 ans où je me serais contentée d'apprendre le cours, de le recracher pendant les examens et ça n'aurait pas plus fait sens que ça. Là, clairement aujourd'hui, j'ai bientôt 35 ans donc je pense être un petit peu plus mature, enfin. Il n'est jamais trop tard dirons-nous. Clairement, je me suis rendu compte que notamment, bien évidemment je vais toujours vous parler de ma situation personnelle, donc dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc moi je suis amenée à prendre en charge différents individus pour les aider à améliorer leur état de santé et j'ai quand même pas mal de personnes qui sont venues me voir avec, lorsque je les interrogeais un petit peu sur la manière dont ils s'alimentaient, finalement je me rendais compte que ces personnes avaient mis en place des habitudes alimentaires ou avaient des croyances alimentaires très spécifiques et souvent parfois bien ancrées et lorsque je leur demande, alors je dirais pas que c'est la majorité de mes patients mais c'est quand même je dirais 20 à 30% au moins, je dirais même peut-être plus, 40% parce qu'on est quand même sous le flot d'informations sur qu'est-ce que c'est que bien manger, donc peut-être 40% au moins. D'ailleurs la plupart des gens qui viennent me voir se sentent un petit peu perdus et noyés sous le flot de toutes ces informations qui sont souvent contradictoires et donc du coup quand je leur demande mais finalement, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous ne mangez plus ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça c'est pas bon pour la santé? Pourquoi vous pensez par exemple qu'il ne faut pas manger d'œufs? Pourquoi vous pensez qu'il ne faut pas manger de produits laitiers? Pourquoi vous avez arrêté de manger du gluten? Pourquoi est-ce que vous êtes devenu vegan, végétalien? Qu'est-ce qui fait que vous avez mis en place ce type de comportement? Et souvent la réponse n'est pas celle à laquelle je m'attends. C'est-à-dire parce que j'ai consulté un professionnel de la santé, un médecin, un micronutritionniste, un thérapeute qui m'a fait faire un interrogatoire clinique qui a déterminé avec de la biologie que je ne devais plus manger de cette manière et c'est donc pour ça que je le fais. Je n'ai jamais cette réponse. Je dirais 100% du temps, ce n'est pas la réponse que j'ai. Et la réponse que j'ai est vraiment surprenante. La plupart des personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà ce que j'ai mis en place, voilà qu'est-ce que je crois être bon et pas bon, c'est parce que finalement elles ont été influencées par des non-professionnels, par des personnes, donc que ce soit dans leur entourage réel, par des personnes qu'elles suivent notamment sur les réseaux sociaux. On sait aujourd'hui que l'influence sociale est extrêmement puissante via les réseaux sociaux et que du coup elles ont cru ces personnes et elles ont peut-être changé même complètement d'attitude, de regard vis-à-vis, donc je parle encore une fois d'alimentation mais c'est dans tous les domaines ça se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont décidé que comme cette personne me dit que finalement pour être en bonne santé il faut arrêter de manger du gras, et ben j'ai arrêté de manger du gras, j'ai peut-être changé la vie que j'avais sur le gras. Et je trouve ça toujours surprenant parce que je me dis que la santé c'est sans doute quelque chose, une des choses les plus compliquées qu'il y a aujourd'hui et qu'on comprend encore, même les plus grands spécialistes je pense ont encore énormément de choses à apprendre et à comprendre et je me dis que c'est sans doute la chose qu'on a de plus précieux finalement cette santé et que plus quelque chose est précieux, plus on aurait tendance à vouloir confier cette chose à quelqu'un d'extrêmement compétent et de ne pas mettre sa santé dans les mains de n'importe qui. Et on se rend compte finalement, en tout cas moi je me rends compte et c'est ce qui est relaté dans les cours de psychologie sociale et dans les différentes études qui sont faites, que finalement on n'a pas tendance à changer d'attitude par rapport
une source, en tout cas en fonction de ses compétences. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu et quand j'ai compris ces mécanismes, je me suis dit mais voilà pourquoi est-ce que finalement beaucoup de personnes vont suivre des non professionnels, un petit peu des gourous de la nutrition, de l'alimentation, qui ont créé des chaînes YouTube, des blogs, des réseaux, c'est presque des sectes hein, d'ailleurs quand on regarde, la source se comporte comme un gourou et les abonnés se comportent vraiment comme des adhérents à cette secte et leur discours est vraiment très semblable à ceux de personnes qui ont été enrôlés dans des sectes. Et je comprenais pas vraiment, je me demandais mais comment est-ce que ça peut être possible qu'on puisse faire confiance à quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui a peut-être lu 2-3 bouquins grand public, qui a lu 2-3 reportages, qui s'est fait, qui a tenté des choses sur sa propre personne et qui finalement se dit que je vais pouvoir répliquer, scaler ce que j'ai fait pour moi à tout un chacun. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne finalement. Et ça m'a toujours surprise. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai toujours été surprise par ce phénomène, encore plus dans le domaine de la santé puisque c'est mon domaine, mais c'est pareil, encore une fois, dans tous les secteurs. En fait, il faut savoir que nos attitudes, c'est-à-dire donc la position mentale qu'on a vis-à-vis de différents objets sociaux, dépend d'une part de notre propre expérience personnelle, c'est-à-dire que, par exemple, si dans le cadre de l'alimentation, je me rends compte que à chaque fois que je mange, que je bois du lait, j'ai des troubles digestifs, j'ai des ballonnements, j'ai des diarrhées acides, et ben du coup je vais changer d'attitude vis-à-vis du lait et je vais considérer que le lait n'est pas bon pour moi et qu'il faut que du coup je vais arrêter d'en consommer. Les attitudes sont aussi peuvent être modifiées, être amenées à être modifiées par inférence. L'inférence c'est quoi? C'est finalement je vais tenir compte de l'expérience d'une autre personne et je vais en tirer des conclusions. Donc un petit peu de manière indirecte, je vais en tirer ces conclusions, je vais me les appliquer à moi-même. Donc si ma voisine me dit que elle, depuis qu'elle ne boit plus de lait de vache ou qu'elle ne consomme plus de gluten, sa vie a été complètement révolutionnée, par inférence, je vais changer d'attitude vis-à-vis du gluten et des produits laitiers et du coup, je vais de la même manière arrêter de consommer du gluten et des produits laitiers. Et le troisième point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans le thème, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube qui est une énorme plateforme de partage où bien évidemment on a des influenceurs, et je vous reparlerai de cette notion d'influenceur un petit peu plus loin dans la vidéo, c'est vraiment de se dire que nos attitudes peuvent être modifiées par ce qu'on appelle des mécanismes de persuasion. Et finalement, qui va vous persuader? Donc une source pourrait être capable de vous persuader que l'attitude que vous aviez au départ n'est pas la bonne et qu'il va falloir changer d'attitude pour mettre en place, avoir la même attitude que celle qu'elle vous préconise. Et par mécanisme de persuasion, on parle d'influence sociale, influence notamment véhiculée par les réseaux sociaux. Par exemple, moi je pourrais vous donner des conseils, mettre en avant telle ou telle attitude vis-à-vis de tel aliment, chose que je ne fais que rarement puisque j'estime qu'il n'y a pas d'attitude globale à avoir, mais plutôt une attitude adaptée à chaque individu, mais on a quand même effectivement de grandes règles générales, des positions, par exemple je dirais sur les produits industriels transformés, on peut quand même considérer que l'attitude à avoir c'est qu'il va falloir éviter d'en consommer au quotidien, mais encore une fois sans que ça soit appliqué de manière rigide, il m'arrive de consommer des produits industriels et c'est pas pour ça que je suis en mauvaise santé, il faut toujours garder cette espèce de position flexible. Mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Donc l'influence qui est exercée par les réseaux sociaux et qui va donc nous faire changer d'attitude, en fait on s'est rendu compte que on a plus tendance à changer d'attitude en fonction de la crédibilité de la source. C'est-à-dire que peut-être, normalement, si je vous parle d'un thème santé particulier ou je vous parle d'un aliment, peut-être, normalement, vous devriez plus facilement changer d'attitude si vous n'aviez pas la même que la mienne, parce que j'ai des compétences médicales, scientifiques qui sont validées et qui sont reconnues par les universités et par l'État. Ça, c'est une des composantes de la crédibilité. Et moi, j'en étais restée à là. Moi, très universitaire, très scolaire que je suis, pro-diplôme un peu, j'en suis restée à là. Pour moi, on était capable de modifier l'attitude d'une cible, d'un individu, à partir du moment où on était effectivement suffisamment crédible, mais pour moi la crédibilité ne dépendait que de nos compétences. Ça me semblait très logique.
est légitime. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu tout ce qui se cachait derrière cette fameuse influence sociale et où j'ai compris pourquoi des personnes non professionnelles, non compétentes sur les réseaux sociaux arrivent à créer des communautés énormes et à convaincre finalement des centaines de milliers de personnes, des milliers de personnes, que la manière dont il faut manger, c'est la manière qu'elles préconisent. Quand bien même, elles n'ont aucune compétence dans le sujet, en tout cas ne sont pas légitimes pour en parler. Et pour moi, la légitimité, c'est avoir des diplômes reconnus par l'État, par les universités, et ce n'est pas une légitimité parce que j'ai lu quelques ouvrages, parce que je me suis fait ma propre expérience et que ça a marché sur moi. Pour moi, ça s'appelle pas de la légitimité. Ça s'appelle relater une expérience personnelle, mais en aucun cas on peut en faire un concept. Et donc en fait, cette crédibilité ne dépend pas, effectivement, la principale composante en fonction des domaines, c'est effectivement cette notion de compétence de la source, mais il y a aussi un autre critère qui est son pouvoir de persuasion. Et le pouvoir de persuasion, il est déterminé notamment par l'attractivité de la source et un peu par la sympathie en fait que vous allez avoir à son égard. Et c'est là que s'est créé tout ce concept d'influenceur. Donc ça veut dire que normalement, alors les études qui ont été faites ont prouvé qu'en fonction quand même des domaines, si par exemple on va vous parler de radioactivité, d'activité nucléaire, effectivement vous aurez plus tendance à croire le professionnel reconnu sur la place publique parce que c'est quand même un sujet qui est très pointu. On aurait pu se dire que pour la santé ça devrait être pareil parce que c'est extrêmement complexe, mais que bon, tout le monde aujourd'hui se permet de parler de santé, de donner des conseils alimentaires santé alors que c'est tellement compliqué. Et que dans des domaines peut-être un petit peu plus légers comme la mode, la beauté, là finalement ce critère de compétence ne rentre plus vraiment en jeu et on pourrait être amené à changer d'attitude sur les conseils d'une copine qui n'est peut-être pas make-up artiste mais parce qu'on a confiance en elle ou parce qu'elle est sympa. Donc ça dépend quand même un peu de l'importance et de la complexité du domaine dans lequel il s'agit de changer d'attitude, mais en tout cas ce qui a été démontré, c'est que certes, plus votre niveau de crédibilité augmente, plus vous allez pouvoir faire changer d'attitude la personne cible avec qui vous allez échanger, mais que cette crédibilité finalement ne dépend plus uniquement de vos compétences et que finalement votre capacité à persuader qui passe effectivement par cette notion d'attractivité. Si vous trouvez une personne bien dans sa peau, super ouverte, super jolie, que vous rêvez d'avoir sa vie, que vous trouvez qu'elle a réussi à perdre du poids, je reste encore dans le domaine de la santé, qu'elle est en forme, qu'elle est sympa, qu'elle est proche de vous, et finalement, même si elle n'a aucun diplôme, même si elle n'a aucune compétence reconnue et qu'elle vous dit moi je te conseille d'arrêter de manger du gras, je te conseille de bannir le gras de ton alimentation, vous allez changer d'attitude vis-à-vis du gras et vous allez arrêter de manger du gras. Et c'est ça, l'attractivité, la sympathie qui fait que vous allez changer d'attitude par mécanisme de persuasion. Alors moi je pense quand même qu'il faut faire super attention. Pourquoi? Parce qu'encore une fois la santé c'est un domaine qui est délicat et que moi vraiment à titre individuel je ne confierai jamais ma santé, cette chose qui est la plus précieuse finalement, à une personne qui n'a pas de compétences. Ça serait impensable pour moi quand je suis amenée à consulter un professionnel de la santé, quel que soit le domaine, que ce soit un ostéopathe, un kiné, un médecin spécialiste, peu importe. Lorsque je vais consulter un professionnel pour qu'il prenne en charge ma santé, pour qu'il m'aide à prendre en charge ma santé, mon premier critère qui va me faire éventuellement changer d'attitude vis-à-vis de tel ou tel comportement que je mets en place, c'est la compétence de cette source. Et je me rends compte qu'en fait que ça marche pas comme ça pour tout le monde et que finalement une grande majorité de la population finalement ne fonde pas la crédibilité de sa source sur ses compétences mais plus sur le côté attractif, sympathie. Alors je pense que c'est quand même important. C'est sûr que lorsqu'on a un professionnel de la santé, on doit établir ce qu'on appelle une relation thérapeutique avec le patient qu'on va prendre en charge. Et je vous avouerai que, encore une fois, à titre personnel, ça me dérangerait d'être suivie par quelqu'un
que je trouve complètement antipathique, quelqu'un qui n'est pas humain, qui ne fait pas preuve d'empathie, avec qui tout simplement le courant ne passe pas, ça m'embêterait. Mais quand bien même je devrais faire le choix entre être pris en charge par quelqu'un qui n'a aucune compétence mais qui est vraiment super sympa, qui pourrait être un petit peu ma meilleure copine, et être pris en charge par la personne la plus compétente, le plus grand professeur qui existe, et qui est par contre un petit peu peut-être acariâtre, je choisis la solution B, c'est une évidence. On parle de santé quand même, on ne parle pas de choisir sa nouvelle couleur de cheveux ou la prochaine tenue qu'on va porter pour l'anniversaire de son compagnon par exemple. Bien évidemment, l'idéal, ça serait d'avoir à la fois, et d'ailleurs je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux pour augmenter sa crédibilité et donc augmenter sa capacité à faire changer sa cible d'attitude, pour le ramener dans le droit chemin, on est d'accord, c'est pas le faire changer juste pour le faire changer comme dans des sectes et justement les comportements qu'ont certains gourous et ayatollahs de la nutrition, faire changer pour que justement il puisse adopter des comportements qui vont lui permettre d'obtenir un meilleur état de santé, c'est d'associer effectivement les compétences et ce côté attractif, sympathique, et du coup on va forcément avoir une meilleure alliance thérapeutique. Moi d'ailleurs c'est pour ça, je vous le dis, je pense que je dois faire partie d'une minorité de professionnels de la santé qui proposent systématiquement des entretiens informatifs qui sont totalement gratuits, qui durent en moyenne entre 15 minutes et 30 minutes, donc vraiment de mon temps personnel sur lequel je ne suis absolument pas payée. Et vu le prix d'une consultation de 30 minutes, ce n'est pas rien dans un emploi du temps, où je ne fais que établir un contact avec mon éventuel futur patient, parce que parfois c'est quand même assez rare que les gens ne donnent pas suite à l'entretien informatif, mais parfois ça arrive. Mais je pense que c'est vraiment important parce que ça me permet d'établir un contact oral, d'établir un contact visuel et de voir est-ce que d'ores et déjà il y a une relation thérapeutique qui va pouvoir se créer, parce que c'est important aussi bien pour moi que pour la personne que je vais prendre en charge. Si elle ne se sent pas à l'aise vis-à-vis de moi, c'est vrai quand même que la première fois qu'on voit quelqu'un et qu'on lui parle de sa santé, on se sent peut-être pas forcément à l'aise, surtout quand on doit lui parler de choses intimes, mais il y a quand même ce premier feeling qui se crée. Je pense que je ne pourrais pas lui apporter toute l'aide nécessaire si on a du mal à créer cette relation thérapeutique, et de la même manière, si moi je ressens, je suis une personne humaine, avant d'être un professionnel de la santé, je suis une personne humaine, si je ne ressens, si j'ai du mal à créer ce lien, je ne pourrais pas être aussi efficace. Donc ça permet vraiment d'évaluer justement quel est le niveau qu'on pourrait avoir comment est-ce qu'on pourrait créer cette relation thérapeutique. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une alliance thérapeutique suffisamment forte, même si celle-ci se crée au fur et à mesure du suivi. Mais ça nous permet un petit peu d'évaluer ce côté attractivité, sympathie, dirons-nous. Moi, ce qui est avantageux, c'est que j'ai quand même plusieurs patients qui me connaissent sans vraiment me connaître, parce que justement ils suivent mon activité sur les réseaux sociaux, donc ils m'ont déjà entendu parler de différents sujets, finalement ils me connaissent, donc c'est peut-être un petit peu plus facile que lorsqu'on va voir un professionnel dont on n'a jamais entendu les dire ou comment est-ce qu'il se comporte. Mais mine de rien, je trouve que c'est quand même important. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce sujet que je trouve super intéressant. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous faites aussi partie, donc normalement oui, puisque nous sommes des êtres humains et que donc nous sommes tous régis un petit peu par les mêmes comportements, mécanismes mentaux. Est-ce que vous vous rendez compte, en regardant cette vidéo, que parfois vous avez tendance à changer d'attitude, changer de position vis-à-vis d'un objet social quel qu'il soit, parce que vous avez été influencé par une source que vous avez jugée crédible, et que cette crédibilité ne dépendait pas finalement que des compétences reconnues de cette personne, mais plus peut-être de son côté sympathique. Et c'est là en fait que les marques, l'industrie de la consommation a compris comment fonctionnait ce mécanisme d'influence sociale, et qu'aujourd'hui, depuis quelques années, un nouveau métier a été créé, le métier d'influenceur. Et je trouve ça quand même assez incroyable qu'on ait pu créer ce métier. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui des personnes comme vous et moi, des personnes lambda, sans aucune compétence, qui se sont mis à poster des photos sur les réseaux sociaux, à se filmer dans leur quotidien, ont réussi à créer un véritable empire autour de leur personnalité, autour de leur personnage. Ils ont créé une communauté fidèle, donc une communauté sur laquelle ils ont une énorme influence, donc ils sont capables de modifier les attitudes de cette communauté, de les engager
Notamment le but quand même c'est de pousser dans un certain sens à l'achat, et les marques l'ont compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une marque, au lieu de miser, ils le font encore, mais en tout cas ils ont développé de nouveaux créneaux pour augmenter leur conversion, pour augmenter leur rentabilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent ils payaient des professionnels, des acteurs, des centaines de milliers d'euros pour promouvoir tel ou tel produit. Et aujourd'hui ils se sont rendus compte que des personnes lambda, qui n'ont pas de reconnaissance particulière, pas de compétences particulières, qui sont, si on prend le domaine de la beauté, qui ne sont pas forcément des make-up artistes, qui ne sont pas forcément des vidéastes professionnels, des mannequins professionnels, des acteurs professionnels, sont capables d'avoir une plus grande influence, donc un plus grand taux de conversion que des professionnels qui vont payer donc peut-être 10 fois, 100 fois plus cher. Donc ils préfèrent finalement payer, on arrive quand même, on n'est plus dans les centaines d'euros, on est dans des milliers d'euros à payer un influenceur, je sais pas moi, 5000 € pour lui demander de publier une photo sur tel objet, et ils savent que cet influenceur va pouvoir exercer cette influence sur sa communauté. Et vous imaginez, quand on a une communauté de 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, plusieurs millions d'abonnés, quelles sont les répercussions sur la rentabilité de la société, puisqu'on va avoir une conversion au niveau des achats tout simplement. On est capable, l'influenceur est capable de faire changer d'attitude ou de donner l'envie, l'impulsion d'achat à ses abonnés, beaucoup plus qu'une star qui paraît un petit peu plus lointaine, qu'un professionnel qui paraît un peu plus lointain, même si peut-être qu'il serait plus compétent. Mais il y a ce côté que l'influenceur a réussi à créer avec sa communauté, d'attractivité, de sympathie. Je suis ta grande sœur, je pourrais être ta meilleure copine, on est un petit peu pareil toi et moi, et c'est assez dingue je trouve de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, et je trouve ça assez incroyable qu'on ait pu créer ce métier d'influenceur, et que donc il y en a de plus en plus, en France il y en a des centaines qui vivent très largement et qui gagnent énormément d'argent sur ce concept d'influence, et je trouve ça dingue qu'on puisse encore à l'heure actuelle créer de nouveaux boulots. On a tendance à dire que oui, nos parents, nos grands-parents avaient cette chance de pouvoir créer des entreprises, des empires, et qu'aujourd'hui tout est bouché, qu'on ne peut rien faire. Et ben vous voyez que ce métier d'influenceur social, il est très récent, et il permet à de jeunes personnes qui n'ont pas forcément réussi à l'école, qui n'ont pas forcément eu la possibilité de faire des études, ou qui n'étaient pas faits pour faire des études, ou qui n'en avaient pas la capacité, de finalement rebondir et de créer une véritable communauté, un métier, et aujourd'hui qui gagnent 10 fois mieux leur vie que des personnes qui se seraient embêtées à aller faire 5, 6 ans, 10 ans d'études à la fac. Et je trouve ça absolument dingue, ce concept d'influence. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi en tout cas ce cours de psychologie sociale sur les attitudes, la manière dont on crée nos attitudes et comment est-ce qu'elles pouvaient être modifiées vis-à-vis donc de la société et de l'influence sociale, j'ai trouvé ça super intéressant. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous redéveloppe, voilà des petits thèmes comme ça qui résonnent vraiment en moi et qu'on pourrait mettre en corrélation avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité autour de nous, n'hésitez pas, s'il y a des thèmes comme ça que vous souhaiteriez que j'aborde, que ce soit en psychologie sociale, peu importe, n'hésitez pas à me faire part un petit peu des thèmes dont vous aimeriez que je parle. Mais à mon avis, je vais reparler régulièrement de l'influence sociale. J'avais déjà fait quelques vidéos l'année dernière sur les comparaisons sociales toxiques, sur la stigmatisation corporelle, l'apparence physique. J'avais quand même déjà fait quelques vidéos, mais voilà, ce sont des sujets qui résonnent de plus en plus en moi, et j'aimerais pouvoir vous en parler sur cette chaîne Lifestyle et échanger avec vous, savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous étiez au courant notamment de ce concept d'attitude et de mécanisme de persuasion. Est-ce que vous avez l'impression de vous laisser persuader plus par sympathie de la source ou par compétence de cette source? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, le but c'est d'échanger autour de nos propres expériences et voilà, d'avancer tranquillement ensemble sur ces différents concepts. Je vous souhaite une très bonne journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.